Bienvenue chez Reset Your Mind. Ça y est, c'est l'été. Et je crois que cette année n'a jamais été aussi éprouvante. Ralentir devient la prio pour beaucoup d'entre nous. Sur un transat ou derrière son écran, je crois que c'est le mot que j'ai le plus entendu ces dernières semaines. Envie de ralentir, de reprendre son souffle, de sentir ce moment où le matin le soleil chauffe un peu plus tôt sur la peau et où l'on se dit « Allez, cette année, je me pose ». Cependant, force est de constater que même lorsque l'on ralentit, certaines pensées, elles, ne prennent pas de vacances. Les « je devrais en faire plus », les « est-ce que je suis vraiment à ma place ?» ou encore les « pourquoi je suis encore fatiguée même lorsque je suis censée me reposer ?» Et tu sais quoi ? Si tu ressens ça, ce n'est pas parce que tu es faible, non. Ce n'est pas parce que tu n'es pas faite non plus pour ce rôle, non plus. C'est parce que tu es déjà un ou une warrior. Oui, tu l'es déjà. Tu l'as juste oublié, étouffé sous le quotidien, les responsabilités et les injonctions contradictoires de notre société. Parce que oui, tu sais porter des équipes. Oui, tu sais avancer même lorsque c'est flou. Et oui, tu sais tenir quand tout le monde se repose sur toi. Mais être une warrior, cela ne veut pas dire tout porter, tout le temps, sans jamais craquer. Cela veut dire savoir s'arrêter aussi, savoir s'écouter, se recharger et choisir consciemment de reprendre le pouvoir. Cet été, je te propose d'écouter ou de réécouter les épisodes qui ont été le plus challengeants cette année, ceux pour lesquels il y a eu le plus de retours, de messages, comme « Merci, j'avais vraiment besoin d'entendre cela » ou encore « C'est fou, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je me sens libérée ». Je te propose des rappels de qui tu es, de ce que tu mérites, du leader ou de la leader que tu es déjà, même lorsque tu doutes. Des épisodes à écouter ou réécouter allongés sur un transat, en marchant au bord d'un lac ou simplement le matin, lorsque tu savoures ton café. Parce que ralentir, ce n'est pas renoncer. C'est choisir de se reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Alors let's go, c'est parti. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin puisque j'ai une annonce à te partager en toute fin d'épisode. Lorsque l'on parle de relations, on pense souvent aux autres, à ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils attendent de nous. Mais si je te disais que les relations qui t'épuisent, qui te frustrent ou qui te font douter de toi, ne dépendent pas d'eux, mais plus de toi, de ce que tu penses, de ce que tu interprètes, de ce que tu attends et souvent sans même t'en rendre compte. Oh, je sais que c'est pas facile à entendre, parce que cela voudrait dire que tu te sens prisonnière ou prisonnier d'une relation, quelle qu'elle soit, au mieux positive, au pire toxique, avec ton boss, ta mère, ta belle-mère, ton équipe, tes proches, ton entreprise. Ce n'est pas qu'ils ont tout pouvoir sur toi. C'est que parfois, tu leur donnes ce pouvoir, sans même t'en rendre compte, sans même le vouloir et surtout sans savoir que tu peux faire autrement. Cet épisode, je l'ai enregistré il y a quelques temps déjà, mais je l'ai enregistré pour t'aider à reprendre ce pouvoir justement, à ouvrir cette vision, cette façon de faire et la reconsidérer. Pas pour devenir dur, froid ou te couper des autres, pas du tout, mais pour justement enrichir ces relations aux autres qui sont si précieuses et si importantes pour notre quotidien, pour notre humanité, je dirais. Mais aussi, principalement, pour réapprendre à exister, toi, en tant que personne, en tant qu'individu, avec ta singularité, dans ces relations, sans t'y perdre, sans t'y noyer. Parce que tu n'as pas besoin d'être validé en permanence pour avoir de la valeur. Parce que tu n'es pas sur cette terre pour cocher les cases des manuels invisibles que tu t'es construit ou que l'on t'a imposé au fil des années. Et parce que oui, tu es déjà une ou un warrior. Déjà. Oui, toi. Même lorsque tu doutes, même lorsque tu es épuisé et même lorsque potentiellement c'est off qui s'affiche sur tes batteries. Si cet épisode résonne en toi ou si tu as envie de partager ton déclic, laisse-moi un commentaire sur la plateforme d'écoute. J'adore lire vos réactions à chaud. Et crois-moi, cela m'aide vraiment à faire bouger les lignes et à continuer de créer des contenus qui te servent à toi et qui correspondent à tes besoins. Donc, installe-toi, c'est parti. Ah, les relations interpersonnelles.
Pas toujours si simple à gérer et souvent source de grandes désillusions, voire de souffrance pour certains ou certaines d'entre nous. Et pourtant, elles sont primordiales. C'est pour cela que nous y accordons autant d'importance. Nous sommes des animaux sociaux. Être dans le groupe a assuré depuis la nuit des temps notre survie. Être dans le groupe nous rassure. Et nous avons besoin du regard des autres pour nous sentir exister en miroir. Mais ces relations aux autres, ce que pensent les autres, ce que disent les autres, peuvent nous pourrir la vie. Je vous donne quelques exemples. Mon boss ou ma boss pense que je ne suis pas assez compétente. Mon boss ou ma boss ne me fait pas confiance pour me confier ce nouveau poste. Ma mère trouve que je ne suis pas assez ceci ou pas assez cela. Je devrais l'appeler plus souvent, l'inviter plus souvent, lui laisser les enfants plus souvent, etc., etc. C'est valable pour toutes les connexions, pour toutes les relations que nous entretenons avec les êtres qui nous entourent. Toutefois, j'ai appris plusieurs choses au fil des années, à travers mon expérience personnelle, mes mentors ou mes coachs. La relation aux autres dépend de nous, et principalement de ce que nous pensons de ces relations, de ce que nous pensons, nous, de la personne que nous avons en face de nous, de son comportement ou de ses propos. Les relations avec un collègue casse-pied ou avec une boss, un boss que nous qualifions de toxique, ne sont toxiques que parce que nous les laissons devenir toxiques pour nous. Je sais, plus facile de dire que nous sommes entourés de personnes toxiques et que cela nous bouffe la vie lorsque nous sommes dans cette interaction. Après tout, c'est de leur faute à eux. Et nous sommes victimes de cette situation. Ils exagèrent vraiment, ils nous manipulent, ils sont injustes, ils ne reconnaissent pas notre valeur, etc., etc. C'est là le principal problème de cette relation. C'est que nous pensons ne pas avoir le choix. Nous pensons ne pas avoir le pouvoir de décider. Nous pensons ne pas pouvoir gérer les impacts si nous manifestons notre désaccord ou si nous refusons. C'est vrai, il y en aura des impacts ou des conséquences. Mais tout ceci est faux. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Je sais que dit ainsi, à brûle-pourpoint, ça peut un peu vous heurter. Nos relations dépendent de nos pensées, c'est-à-dire de notre interprétation des actes, des paroles ou des informations que nous recevons de nos interlocuteurs. Nos relations dépendent des pensées que nous entretenons sur ces personnes en face de nous. Et il en est de même pour eux. Cette personne en face de nous a ses propres interprétations, sa propre grille de lecture, qui tout comme nous traverse ce filtre d'interprétation. Un filtre empreint de vécu, du passé, des valeurs, de ce que nous imaginons être le comportement ou le propos adéquat dans telle situation, à tel poste ou dans tel rôle. Nous avons tous une définition interne, personnelle, de ce que doit dire ou faire une mère pour remplir son rôle. Que vous soyez mère ou non d'ailleurs, ou père ou non. De même pour un patron d'entreprise, un médecin, un parent. Ces définitions que nous avons construites au fil des ans sont les conditions d'évaluation de notre propre comportement et de celui de ceux qui nous entourent. C'est pour cela d'ailleurs qu'il est souvent plus facile, plus agréable d'être en relation avec des personnes qui nous ressemblent. Celles qui ont des valeurs similaires aux nôtres, un vécu similaire ou tout simplement des mécanismes de lecture, d'interprétation comparables. Parce que l'on se comprend à demi-mot et on se sent ainsi rassuré, entendu. Ce qui n'est pas le cas ou qui demande plus d'efforts avec des personnes plus éloignées de votre histoire, de votre culture, des codes que vous avez appris à l'école ou dans votre milieu social, personnel ou professionnel. Il est intéressant ici de creuser cette partie, car plus il y a d'interlocuteurs au sein d'une même organisation, au sein d'un même écosystème, et plus il y a de grilles de lecture, d'interprétations différentes. Si vous avez travaillé dans des milieux interculturels ou internationaux, avec des personnes de nationalités différentes, ce qui pour vous est du basique, en tant que Français, l'est peut-être moins, et heurte peut-être, des collègues allemands, des collègues italiens ou des collègues espagnols. Nous n'avons pas tous le même vécu.
Nous ne venons pas tous du même milieu social. Nous ne venons pas tous de la même zone géographique, de la même culture, ni des mêmes écoles. Et nous ne vivons pas tous la même histoire. Donc, nous avons des codes, des grilles de lecture qui sont différentes. Pourquoi laissons-nous ces fameuses pensées, cette fameuse grille de lecture, d'interprétation, interférer dans notre relation réelle à l'autre? Lorsqu'on y réfléchit bien, c'est accorder plus d'importance aux autres qu'à soi-même. La première réponse qui me vient, c'est l'importance que nous allons au regard des autres. Nous sommes perpétuellement à la recherche de l'approbation des autres. Nous n'y pouvons rien, nous sommes câblés ainsi, et depuis la plus tendre enfance, on nous encourage à suivre ces guidelines. Ne vous flagellez pas, c'est malheureusement un biais de notre culture d'aujourd'hui. Et donc, ça nous amène à essayer d'interpréter chaque parole, chaque geste, chaque acte, pour trouver cette approbation, et nous basculons pour beaucoup dans la surinterprétation. Ne remarquons même pas ici que nous nous éloignons de notre propre échelle de valeur, et donc de nous-mêmes. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que l'on a besoin de l'autre pour exister. Les autres agissent comme un miroir pour nous accorder cette fameuse valeur que nous sommes pour beaucoup incapables de nous accorder seuls. Si ce projet ou ce livrable est réalisé dans les temps, alors cela confirmera que je suis compétent, compétente. Et alors, si je suis compétent ou compétente, mon boss sera satisfait. Il ou elle nous fera un retour, et s'il nous fait un retour ou si elle nous fait un retour, cela confirmera notre valeur, notre estime de nous. Autre exemple, si mon ami un tel pense à me souhaiter mon anniversaire, alors cela signifie qu'il ou elle m'aime. Alors, je me sens aimée parce que cette personne m'a souhaité mon anniversaire. Même chose, interprétation. Pensez-vous vraiment que seul le respect du deadline pour un projet ou un livrable détermine votre compétence? Ou encore, pensez-vous vraiment que vos amis vous aiment, vous apprécient uniquement lorsqu'ils vous souhaitent votre anniversaire ou parce qu'ils vous souhaitent votre anniversaire? Il est extrêmement important de comprendre pourquoi nous avons cette fameuse grille de lecture et d'interprétation. Mes coachs et mentors la nomment le manuel. Kesako. Un manuel, c'est un registre dans lequel vous avez recensé toutes ces règles d'évaluation virtuellement. Toutes ces règles conditionnent le fait d'être aimé, d'être apprécié ou d'avoir de la valeur professionnelle parce que vous remplissez ces conditions. Si vous ne remplissez pas ces conditions ou n'agissez pas en conséquence pour remplir ces conditions, alors cela signifie que vous n'êtes pas à la hauteur, pas à la bonne place, voire même que vous ne méritez pas d'être à ce poste, par exemple. Or, c'est un manuel virtuel de règles héritées ou adoptées, imposées par d'autres. Si vous, vous en avez un pour vous-même, vous en avez aussi un pour les autres. Et oui, je vais illustrer ma pensée, je pense que ce sera plus clair. N'avez-vous pas un manuel sur comment une bonne mère ou un bon père, et entre guillemets, tout ceci bien évidemment, devrait se comporter? Un manuel sur la définition d'une bonne collaboratrice ou d'un bon collaborateur, d'un bon chef de service, d'un bon patron ou une bonne chef d'entreprise. Pour vous, être un bon ou une bonne, quel que soit le rôle, et ici mettez le rôle que vous voulez, c'est correspondre à tous ces critères. Les vôtres, pas forcément les leurs. C'est aussi valable, c'est aussi bien valable dans le perso que dans le pro, quel que soit le rôle. Être une bonne fille ou un bon fils vis-à-vis de vos parents, cela veut dire répondre à toutes ces conditions-là. Être un bon partenaire ou une bonne partenaire, c'est respecter et remplir toutes ces conditions aussi vis-à-vis de l'autre. Et que l'autre doit remplir en retour ces mêmes conditions pour être un bon partenaire ou un bon boss ou un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice. Le manuel, nous en avons un pour nous et un pour les autres, pour chaque rôle. Le problème du manuel, au-delà de surcodifier les relations venant souvent briser la simplicité ou de pouvoir découvrir réellement la personne derrière le rôle, c'est qu'il génère énormément d'attentes, de conditions vis-à-vis de vous-même.
mais aussi sur la manière dont les autres devraient se comporter vis-à-vis de vous. Et cela mène au jugement. Si vous ne respectez pas ce manuel pour vous-même, ou si les autres ne le respectent pas, cela signifie qu'ils ne vous respectent pas, qu'ils ne vous aiment pas, ou qu'ils ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Ou encore, potentiellement, que vous n'êtes pas à la hauteur de votre rôle, X ou Y, quel qu'il soit. Or, ces règles virtuelles, elles sont dans notre tête à nous. Les avez-vous jamais partagées avec d'autres? D'autres ne vous ont-ils jamais partagé leurs propres règles, leurs propres attentes? En subissant ces manuels croisés, vous créez un espace d'attente mutuelle, non explicite. Elles ne seront jamais pleinement satisfaites, puisqu'elles n'ont jamais été partagées réellement et concrètement avec votre interlocuteur ou votre interlocutrice en face de vous. Alors pourquoi agissons-nous comme cela et pourquoi pressions-nous ce mode de fonctionnement? Tout simplement parce qu'il nous rassure. Nous avons été éduqués depuis notre plus tendre enfance dans ce schéma-là et ne pas avoir l'approbation de l'entourage, de nos interlocuteurs, met notre cerveau en stress. Rappelez-vous, pour le cerveau reptilien, ne pas avoir l'approbation du groupe, cela peut potentiellement signifier exclusion du groupe. Et qui dit exclusion signifie la mort. Notre cerveau fonctionne comme ça. Notre cerveau reptilien, lui, est ancré depuis la nuit des temps avec un seul et unique objectif, nous assurer de survivre. Nous assurer de survivre, ça passe par être intégré dans le groupe, par être sécurisé et par être adoubé dans le groupe. Ajoutez à cela l'entraînement subi depuis des années, soit au travers de notre famille, au travers de notre cursus scolaire ou du milieu professionnel dans lequel nous évoluons, et je vous laisse imaginer à quel point c'est beaucoup plus facile pour lui de se mettre dans ce mode stress, dans ce mode panique, au moindre signe de non-approbation. Quand bien même cela lui soit néfaste, ça, il ne s'en rend pas forcément compte. La plupart du temps, suivre le manuel, c'est suivre celui de notre société, de notre écosystème, du pays dans lequel nous vivons, de vos proches et des personnes que vous côtoyez au quotidien. En suivant les règles, nous attendons, nous espérons ainsi être valables et reconnus. Et si nous suivons une règle qui n'a pas de sens ou qui est injuste, après tout, nous suivons les règles, nous ne sommes pas pleinement responsables. C'est là où les relations deviennent toxiques, parce que nous nous positionnons en victime. Et nous oublions la plupart du temps que nous pouvons décider de suivre ou pas ces règles implicites, malgré la peur que cela représente. Je ne vous parle pas de ne pas suivre les lois, bien évidemment, si vous grillez un feu rouge ou faites un excès de vitesse, vous vous ferez certainement arrêter et vous aurez une amende. Je vous parle de toutes ces règles implicites que nous nous imposons et qui ne sont pas forcément si vraies que cela. Autre aspect à ne pas négliger, lorsque nous suivons les règles, au-delà de cette impuissance apprise, il y a très vite ce petit aspect de jalousie, d'envie, de jugement qui pointe le bout de son nez. Et oui, si nous suivons les règles, pourquoi tous les autres ne les suivent-ils pas, eux aussi? Pourquoi ferions-nous l'effort, nous, de suivre ces règles, et pas eux? Si vous avez des enfants, je suis sûre que vous avez régulièrement des débats à la maison de pourquoi lui ou elle a-t-elle le droit de faire ceci et pas moi. Prenez quelques minutes. Réfléchissez-y un instant. Qu'est-ce que cela vous amène? Lorsqu'un collègue ne suit pas toutes les étapes que vous suivez et qu'il obtient tout de même une promotion. Lorsqu'une personne dans une file d'attente, dans le métro, un magasin ou un concert, ne suit pas la file et passe devant vous. Pas très confortable, hein? Un petit mélange d'envie, de colère, puis très vite rattrapé par un peu de culpabilité, non? Et certainement d'autres choses. Voici pourquoi il me semble si important de repenser ses relations aux autres. Le schéma de pensée actuel n'est pas vrai dans le sens valable, véritable. Ce n'est pas la vérité seule et unique qui soit. Alors c'est bien beau, mais comment faire un reset sur ce que l'on a toujours pris pour acquis dans nos relations aux autres?
La première chose à prendre en considération pour moi, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est celle dont il faut prendre le plus grand soin. Prenez soin de vous, d'abord et avant tout. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos petits complexes, vos éclairs de brillance, votre intelligence émotionnelle, factuelle, vraiment. Et surtout, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne faites pas. Si vous sentez que cela vous gêne, qu'il y a quelque chose dans votre corps qui est malaisant, que vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. Ne dites pas oui lorsque vous avez juste envie de dire non. Accordez plus d'importance à vous-même et ce que vous ressentez que faire plaisir aux autres. Je sais, vous allez tout me dire, oui, mais sacrément égoïste. Non, ce n'est pas être égoïste. C'est ne pas s'épuiser. C'est ne pas se perdre en route. Pourquoi croyez-vous que dans notre culture actuelle, dans notre société actuelle, en tout cas sur la France, et même au niveau européen, nous soyons les champions du monde du burn-out? Il est extrêmement important de repenser cette relation à nous-mêmes et de craquer cette impuissance apprise, de subir et de juste ne pas avoir la possibilité de dire oui ou non. Et puis, comment saurez-vous qui vous êtes réellement, ce qui a de l'importance pour vous, si vous faites les choses uniquement pour satisfaire les autres, qui ont, je vous le rappelle, tous des grilles de lecture différentes? Nous allons toucher ici le deuxième levier pour repenser ses relations aux autres, les frontières. Alors, qu'est-ce qu'une frontière? Une frontière ou une limite, c'est une règle qui vous préserve d'un comportement, de propos qui vous affectent. Il n'est pas ici question de chercher à changer le comportement de l'autre ou des autres. Ce serait de la manipulation. Et puis, fort peu réaliste ou probable. Il s'agit ici uniquement de le prévenir que son comportement, ses paroles sont inappropriées pour vous. Et que s'il continue dans ce sens-là, vous allez, vous, de votre côté, prendre une action qui vous concerne directement. Je vous donne un exemple, ce sera plus clair, je pense. Si tu fumes dans la voiture, je sors de la voiture. Basique, n'est-ce pas? Tu peux fumer si tu le souhaites, j'ai pas de souci. Mais je me véhiculerai autrement. Vous décidez d'agir pour et par vous-même, sans être dépendant d'un changement hypothétique de la personne en face de vous. Autre exemple, qui peut aussi bien s'appliquer dans le milieu perso que pro. Si tu me cries dessus, tu as beau être mon boss, ma boss ou mon chéri, ma chérie, je quitte la salle. Je quitte cette pièce. C'est valable dans une réunion. Si les échanges sont houleux ou irrespectueux, vous pouvez très bien dire, si vous continuez à échanger de cette manière-là, je sors de cette salle. Chacun a le choix et a la responsabilité de ses actions. Poser des frontières, c'est être à votre service pour votre bien-être à vous. Vous n'avez pas à subir, à être malheureux et à continuer ou malheureuse et continuer de subir ce genre de choses. Vous avez le droit de dire stop. Ce n'est pas acceptable pour moi. Et ce n'est en aucun cas contre les personnes en face de vous. Je vous invite si vous avez des enfants, je vous invite à le faire. Une dispute entre frères et sœurs, il y en a énormément. Quand il n'y a pas moyen de les faire se calmer ou redescendre, dites-leur juste, si vous continuez, je sors de la pièce. Et mettez-le en action. Vous allez voir que ça peut être game changer. Cela m'amène à la responsabilité des émotions de chacun. Vous n'êtes pas responsable du manuel des autres, et donc de leurs émotions et de leur interprétation. Votre belle-mère ou votre mère vous en veut parce que vous ne venez pas dîner chez eux tous les week-ends? C'est leur manuel, leur problème, pas le vôtre. Vous ne fêtez pas les anniversaires parce que c'est quelque chose qui vous passe au-dessus de la tête? Votre ami, vos amis ou votre partenaire en est triste? Ok, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Laissons les autres gérer leur propre vie, leurs propres attentes et leurs propres émotions face à des attentes non remplies. En plus, en vous voyant agir ainsi et en créant la discussion, cela leur permettra peut-être de s'affranchir de certaines parties de leur manuel. Suivez votre propre route. Vous serez un exemple aussi pour les autres. Je vois souvent dans des nouvelles prises de poste ou dans des grands changements personnels comme le mariage, l'arrivée d'un enfant, à quel point on peut très vite perdre ses repères, sa confiance en soi. Et dans ces moments-là, un peu sensibles,
on retombe dans essayer de satisfaire les autres avant tout. Et on guette alors le moindre signe d'approbation dans le regard des autres. Et on se met une pression folle sur toutes ces interprétations. Maman va dire ceci sur la manière dont je dois prendre soin de mon enfant ou belle maman. Et si je ne suis pas leurs conseils, cela signifie que je ne sais pas m'occuper de mon enfant ou que je ne les tiens pas assez en considération. Ou alors, vous allez guetter, dans le cadre d'une nouvelle prise de poste, tous les petits signaux faibles d'approbation de votre boss, de vos collègues, pour être sûr d'être sur la bonne voie. Dans les deux cas, c'est on ne peut plus humain et naturel. Donc inutile de vous ajouter une couche de jugement supplémentaire. Pas la peine. Mon conseil ici, c'est de les laisser penser ce qu'ils veulent. Recentrez-vous sur vous. Faites-vous confiance et tracez votre route. Qui mieux que la mère ou le père d'un enfant qui passe le plus de temps avec ce bébé peut savoir ce dont il a réellement besoin? Qui mieux que vous, avec votre œil neuf sur ces problématiques et votre expertise, peut aider l'entreprise qui vient de vous recruter ou de vous promouvoir à ce poste à se mettre sur la bonne voie et repenser sa vision ou ses process. Et puis, accessoirement, qui devra assumer une éventuelle erreur? Qui devra assumer de ne pas avoir rendu un livrable en temps et en heure? Ou de ne pas avoir laissé son enfant dormir assez ou pas assez, justement? C'est vous. Donc, ça sera d'autant plus facile à assumer si c'est vous qui décidez. Au moins, il n'y aura pas cette frustration, de cette impuissance apprise de « je subis et je n'ai pas d'autre option, je n'ai pas d'autre choix ». Dernier levier pour vous aider au reset, c'est lorsque vous prenez conscience de ce manuel que vous avez vous-même pour les autres. Observez-le avant d'agir et peut-être partagez-le. Mais encore une fois, n'attendez pas des autres qu'ils le suivent pour autant. Rappelez-vous, vous êtes parfait et parfaite, exactement tel que vous êtes. Vous n'êtes pas là pour nuire aux autres. Vous pouvez agir exactement comme vous le souhaitez. Poser des frontières et les énoncer, ce n'est pas essayer de blesser, c'est essayer de prendre soin de vous. Croyez-vous vraiment que les gens vous aiment, vous apprécient ou évaluent votre travail uniquement sous condition? Est-ce que votre expertise est uniquement conditionnée à un exercice, un mois ou une semaine de pratique? Je vous donne un dernier exemple, qui sera notre conclusion, car je sais que cet épisode va avoir secoué certains et certaines d'entre vous assez fortement. Vous pourrez ainsi y réfléchir une fois cet épisode terminé. Si vous avez des enfants ou une personne qui vous est chère dans votre entourage, est-ce que vous l'aimez uniquement lorsqu'ils, elles, sont propres, gentils, sages et respectueux? Ne les aimez-vous pas aussi pour toutes leurs autres facettes, qui sont parfois un peu plus dérangeantes peut-être, et correspondent un peu moins à vos propres valeurs ou à vos propres habitudes de pensée ou ce que vous considérez comme être un comportement adapté? Alors, pourquoi est-ce que ça ne serait pas aussi valable pour vous avec toutes vos facettes? Avant de refermer cet épisode, j'ai une annonce pour toi. Si tu écoutes Reset Your Mind, ce n'est pas juste pour ajouter du bruit dans ta tête. C'est parce que tu sais qu'il existe un autre chemin. Un chemin où tu ne portes pas tout le temps, toute seule. Un chemin où tu n'as plus besoin de prouver continuellement, ni de te suradapter pour être reconnu. Un chemin où tu arrêtes de vivre en apnée dans ta propre vie. Peut-être que tu en as assez de courir après le temps, de n'avoir jamais assez de temps, de donner le change en permanence, d'être stressé à ne plus endormir la nuit, d'avoir cette petite voix qui te dit que tu n'en fais jamais assez et que tu n'es jamais assez à la hauteur. Et au fond, tu rêves de quoi? De lucidité dans tes décisions, de poser des limites sans culpabiliser, de retrouver ton énergie, ton alignement, ton impact, de te sentir à nouveau vivant ou vivante dans ta vie et dans ton business. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait dans le programme Signature by Reset Your Mind. Ce n'est pas une formation de plus, c'est un espace pour te retrouver, te réaligner et transformer ta posture de leader sans sacrifier ta santé, ni ton équilibre, ni tes valeurs. Du coaching de groupe et du coaching en individuel soutenu par un groupe et du contenu vidéo exclusif et intense pour vivre
une véritable transformation. Le prochain groupe démarrera le 4 octobre et les candidatures sont ouvertes. Si tu sens que c'est le bon moment pour toi, que c'est maintenant que tu veux changer, pour préparer cette fin d'année et démarrer l'année 2026 autrement, plus aligné, plus en puissance. Le lien est dans les commentaires. Je t'invite à jeter un œil sans pression. Et si cela t'appelle, discutons-en. Tu peux prendre rendez-vous pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Parce que oui, tu n'as pas été faite pour survivre au quotidien. Tu n'as pas été fait non plus pour la vivre en surface. Tu as été fait ou faite pour la vivre pleinement, à ta manière. Les places sont limitées, tu t'en doutes, car je choisis volontairement de travailler en petit comité. Mon objectif est que tu avances vraiment. Alors n'hésite pas, contacte-moi et discutons-en pour s'assurer que ça correspond à tes besoins. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez 5 minutes, prenez-les pour noter ou commenter cet épisode. Grâce à vos avis, Reset Your Mind commence à être connu. Et j'avoue que j'ai très envie de voir jusqu'où nous pouvons aller ensemble. À très vite!